À la prison pour femmes de Rennes, s'est jouée une partie de bluff entre deux pointures féminines de la criminalité française. D'un côté, Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. Elle a été condamnée à perpétuité pour le meurtre de 8 jeunes filles. De l'autre, une femme fichée au grand banditisme, une redoutable tacticienne. Elle s'appelle Milica Petrovic, elle est serbe. Pendant 4 ans, elle a été la codétenue de Monique Olivier. Alors en prison, elle va tenter de la faire parler. Et ça va marcher. Ce que lui a raconté Monique Olivier, vous allez le découvrir ce soir en exclusivité. C'est un témoignage exceptionnel. Il va permettre de relancer l'affaire sur la disparition d'une petite fille dont la France entière connaît le nom, Estelle Mouzin. Sa disparition reste l'un des plus grands mystères de ces 16 dernières années. Milica Petrovic, la voici. Vous ne la connaissez pas, mais elle a réussi un coup de maître. Elle a recueilli les confidences de Monique Olivier. Et ce qu'elle lui a révélé laisse penser que son ex-mari, Michel Fourniret, aurait bien enlevé la petite Estelle Mouzin en 2003. Il fallait que je sois assez maligne pour ne pas éveiller ses soupçons, quoi. Je lui ai dit, écoute Monique, mais cette affaire de la petite Estelle, tu es au courant de ça? Tu crois que c'est Michel qui l'a fait ça ou pas? La suite des révélations exclusives de Milica, vous l'entendrez tout au long de notre contre-enquête. Vous allez comprendre que même si Michel Fourniret a longtemps nié le crime, les nouveaux éléments apportés par Milica accablent le tueur en série dans l'affaire Estelle Mouzin. Après le déjeuner, il se lève et puis il dit « Aujourd'hui, je sens que c'est un beau jour. J'ai repéré déjà 2 petites filles. » Pervers et manipulateur, depuis 12 ans, Michel Fourniret avoue sans avouer qu'il a peut-être tué Estelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui téléchargé la photo d'Estelle Mouzin sur leur ordinateur. Effectivement, c'est bizarre. Michel Fourniret, il laisse des petits cailloux. Mais Fourniret est bizarre. Il joue avec les enquêteurs, c'est sa perversité. Michel Fourniret a avoué 10 crimes. Mais après 1 an de contre-enquête, nous pensons qu'il aurait pu en commettre beaucoup plus. On en connaît peut-être la moitié. Ça peut être largement de l'ordre du double de ce qu'il a avoué. Dans le dossier, nous avons découvert ce document qui révèle l'existence d'un meurtre complètement oublié. Sous ce gravier, là, qui est potentiellement enterré, une des victimes oubliées de Michel Fourniret. En épluchant les milliers de pages du dossier, nous nous sommes aperçus que plusieurs enquêtes ont été bâclées. Vous ou d'autres policiers français, vous l'avez cherchée, cette fille-là? Non. La justice a laissé le tueur en série filer plusieurs fois. Je m'en voudrais toute ma vie. On nous a pas cru à l'époque, on nous a jamais cru. C'est un peu comme si on lui avait donné un permis de tuer, quoi. Témoins inédits, policiers et avocats nous ont guidés pour comprendre comment Michel Fourniret et Monique Olivier sont devenus le plus grand couple de tueurs français. Il lui fallait sa muse. Sans Monique Olivier, il ne pouvait pas passer au crime. C'est des noces de sang, quoi. C'est des noces de crime. Combien de victimes cache-t-il encore à la justice? Estelle Mouzin est-elle tombée dans les griffes du couple? Ce soir, ces questions ne resteront pas sans réponse. La vie d'Estelle Mouzin, 9 ans, bascule le 9 janvier 2003 à Guermantes, une ville de banlieue située à 30 km de Paris. La petite fille disparaît à la sortie de l'école vers 18h. Ce jour-là, le commissaire Philippe Guichard est de permanence. Il est l'un des premiers à se rendre sur les lieux. C'était une enquête compliquée d'emblée, puisque les conditions climatiques ce jour-là sont très mauvaises. Il neige, les routes sont presque impraticables, il fait froid, les gens sont calfeutrés chez eux, il n'y a personne dans les rues. Aucun témoin donc. Philippe Guichard et ses hommes
refont le parcours d'Estelle entre l'école et sa maison. Elle ne fait pas la route toute seule. En sortant de l'école, elle est avec 2 copines. Il y en a une qui rentre chez elle. Elle n'est plus qu'avec une seule copine. Elle passe en face de la boulangerie qui est ici. Elle est vue. Et puis après, elle s'en va. Bon, il est à peu près 18h15, 18h20 en gros. Dans cette direction. Elle va jusqu'au domicile ou pratiquement de sa 2e copine. Et à partir d'ici, jusqu'à chez elle, elle est toute seule. Il reste 300-350 mètres à faire à pied. On n'a plus de nouvelles de Estelle. À partir d'ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour rentrer chez elle, Estelle a le choix entre cette rue bien éclairée, mais qui la rallonge, et ce sentier tout en ligne droite, donc plus court, mais dans la pénombre. On le saura plus tard, le détail a son importance. L'enquête patine, mais en juin 2003, quelques mois après l'enlèvement d'Estelle, Philippe Guichard pense qu'il tient enfin une piste. Il a recueilli un témoignage pour le moins intrigant. Après la disparition d'Estelle, on a un témoignage d'une gamine de son âge qui nous explique qu'elle a été abordée par un individu, pas loin d'ici, un peu plus loin, à 200-300 mètres d'ici, 3 semaines avant sa disparition. Un individu qui, au volant d'un fourgon blanc, l'aurait abordée et aurait tenté de l'enlever, on peut dire ça comme ça. La petite fille a été abordée 3 semaines à peine avant l'enlèvement d'Estelle. Elle a réussi à s'en tirer, mais elle n'a pas relevé la plaque d'immatriculation du fourgon. Philippe Guichard et ses hommes se retrouvent encore une fois dans une impasse. Mais un événement va tout changer. Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté en Belgique après l'enlèvement raté d'une jeune fille à bord d'une camionnette. Plus précisément, un fourgon blanc, comme celui de l'inconnu qui a essayé d'enlever la fillette de Guermantes. Au début, les enquêteurs belges pensent qu'ils ont affaire à un simple agresseur sexuel. Mais quand la police scientifique ouvre sa camionnette blanche, ce qu'elle découvre à l'intérieur fait froid dans le dos. Dans le fourgon, il y a des liens, des cordes et des chaînes. Bon, ça c'est tout à fait caractéristique. Hein, bon, ça, dans le fourgon, c'est précis. Et plus des coussins. Dans le fourgon, il y a eu des prélèvements faits par le laboratoire de police scientifique et des cheveux, des poils qui ont été prélevés, oui. Il va y avoir l'équivalent de 600 poils et cheveux divers de prélevés dans son fourgon. Et donc tout ça va être envoyé à l'analyse. Tout laisse penser qu'il n'en est pas à son premier enlèvement. Une intuition renforcée lorsque les policiers découvrent chez lui, dans son ordinateur, la photo d'Estelle Mouzin. C'est un élément troublant, c'est sûr. Hein, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui téléchargé la photo d'Estelle Mouzin sur leur ordinateur. Effectivement, c'est bizarre. Mais Fourniret est bizarre. Seulement, une photo n'est pas une preuve. Leur seule chance de le confondre se trouve maintenant parmi les pièces à conviction saisies dans sa camionnette et sa maison. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de les filmer. Elles sont entreposées dans le sous-sol du tribunal de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. L'ADN d'Estelle est recherché sur chacun des scellés. Le travail est titanesque. La pièce en abrite près d'1 millier. Il y a les coussins qui équipaient son fourgon. Ici, sur une étagère, un serre-tête de jeune fille. Et dans ce carton, entreposé en vrac, des sangles, des cordelettes, une jupe d'enfant en velours gris. Au milieu de ce bric-à-brac du crime,
les enquêteurs relèvent une trentaine d'ADN féminins inconnus. Mais quand ils les comparent à celui d'Estelle, aucun ne match, comme ils disent. Et puis les policiers ont un deuxième problème. Même si Michel Fourniret a fini par avouer le meurtre de 8 jeunes filles, il nie avoir tué Estelle Mouzin. Et en plus, il avance un alibi indiscutable. Le 9 janvier 2003, jour de l'enlèvement d'Estelle, il affirme qu'il était chez lui, en Belgique, et il en apporte la preuve. Il y a un coup de téléphone le soir, vers 20h30, du domicile de Michel Fourniret vers le domicile de son fils pour lui souhaiter son anniversaire. Puisque le 9 janvier, c'est la date anniversaire de ce fils de Michel Fourniret. Un fils que Michel Fourniret a eu de son premier mariage. Il semble bien l'avoir appelé, comme le montre sa facture téléphonique que nous nous sommes procurée. Un coup de fil est bien passé à 20h08 précisément. Alors qu'Estelle disparaît à 18h à 246 km de chez lui. Mais Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle Mouzin, a un doute. Pour elle, ce coup de téléphone est curieux. Fourniret et son fils ne se parlent pas depuis 40 ans. Il n'a jamais rencontré son fils. Il n'a jamais vu son fils. Enfin, il l'a vu jusqu'à l'âge de 2 ans, mais sinon, il n'a jamais rencontré son fils. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ce soir-là, il ait appelé son fils. Et d'ailleurs, son fils ne se rappelle pas de cet appel. Le commissaire Philippe Guichard trouve lui aussi que cette histoire de coup de téléphone n'est pas très claire. On n'a aucune certitude sur ce coup de téléphone. Alors évidemment, si lui passe le coup de téléphone autour de 20h, il ne peut pas être à la fois à Guermantes et à Sarrecustine en Belgique, c'est pas possible. Sauf qu'on n'a pas de certitude sur la personne qui passe ce coup de téléphone. Personne ne s'en rappelle. Personne? Pas vraiment. Ce soir, grâce au témoignage de Milica Petrovic, nous sommes en mesure d'apporter un nouvel élément dans l'affaire Estelle Mouzin. Milica est le témoin qui relance l'enquête sur la disparition de la petite fille. C'est elle qui détient la clé de l'énigme. Nous l'avons cherchée longtemps. Nous avons failli la rencontrer il y a déjà 4 ans, en 2015. À l'époque, elle vient de contacter la police pour faire des révélations. C'est Philippe Guichard qui est chargé de l'entendre. Et coup de chance, ce jour-là, nous sommes en tournage avec lui. Bonjour, allez-y, entrez, hein. Je vais commencer sans vous. Ouais, mais venez avec moi là, 2 secondes. Juste une seconde. Nous n'avons pas le droit de la voir. Nous avons à peine le temps d'apercevoir son profil derrière la porte. Il nous a fallu 3 ans pour la retrouver. Comme tout voyou qui se respecte, Milica Petrovic n'est pas facile à approcher. Il faut dire qu'elle a un CV long comme le bras. Votre métier, c'était quoi? Escroc. Fiché au grand banditisme? Oui. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui appartenaient au grand banditisme, comme Mérine. Mérine, c'est lui qui vous a appris votre métier? Et il m'a ouvert beaucoup de portes, je dirais. Tout commence à la prison pour femmes de Rennes, en 2009. Derrière les barreaux, Milica est un caïd en jupon. Elle fait régner sa loi et surtout, elle ne supporte pas les tueuses d'enfants. Il se trouve que dans ma division, il y avait 4 femmes qui ont assassiné leurs enfants et à qui j'ai fait pas mal de misère. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je l'interdisais de sortir de leur cellule, d'aller en cuisine, d'aller dans le commun, d'aller prendre les douches. Je les terrorisais au fait. Parce que ce genre de délit, je n'aime pas du tout, quoi. Tout ce qui touche pédophilie, tout ce qui touche mort d'enfants. Milica évite donc de fréquenter Monique Olivier. Mais elle finit par s'intéresser à elle le jour où elle tombe sur un reportage qui parle de la piste Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin. Milica est touchée par le témoignage du père.
Il n'y a pas d'espoir de retrouver Estelle vivante. Le but, c'est retrouver celui qui l'a assassiné, savoir ce qui s'est passé, et comme ça, tout le monde saura, et on pourra passer à l'étape suivante, qui est celle de la justice. J'ai vu dans le regard de cet homme une peine incroyable d'un père désespéré. Je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider cette famille-là? Les cellules de Milica et Monique Olivier se font face. La Serbe va alors tenter de jouer la carte de l'amitié. Il fallait que je sois assez maligne pour ne pas éveiller ces soupçons, quoi. J'ai dit, écoute, c'est l'heure du café. Est-ce que tu veux prendre un café avec moi? Elle m'a dit, ben oui, je veux bien, mais je crains parce que jusqu'à présent, tu n'étais pas très tendre avec moi et tout ça. Je dis, écoute, il faut faire entrer sur le passé. Tu es quelqu'un de bien finalement. On a quelques années à faire, alors autant les faire ensemble, quoi. Donc, elle est ravie. Elle est ravie parce que je lui parle. Et se sent importante tout à coup. Et peut-être elle compte sur moi pour la protéger. Monique tombe dans le piège. Les deux femmes ne se quittent plus. La confiance s'installe. Milica tente sa chance. Je lui ai dit, écoute Monique, mais cette affaire de la petite Estelle, tu es au courant de ça? Tu crois que c'est Michel qui l'a fait ça ou pas? Elle m'a répondu, c'était son type d'enfance. Elle aurait pu le plaire. Elle semble prête à parler, mais Monique Olivier se ravise et se terre dans le silence. Milica ne cherche pas tout de suite à en savoir plus. La première qualité d'un escroc de haut vol est de savoir analyser l'humain. Elle sait qu'avec un peu de patience, elle finira par l'avoir. J'apprenais un peu plus tous les jours. Elle a parlé des autres petites filles. Elle me raconte ça comme ça, tout en buvant le café, sans émotion, aucune émotion. Au fil des discussions, Milica comprend que dans le fonctionnement du couple meurtrier, Monique Olivier a eu un rôle pivot. Moi, en étant escroc depuis 40 ans, il me fallait toujours un complice pour réussir l'escroquerie que je vais commettre. Et je pense que Michel, il a trouvé sa moitié, quoi. Corinne Herman va encore plus loin. Sans Monique Olivier, Michel Fourniret ne serait jamais devenu un tueur en série. On a quand même le sentiment que sans l'aide d'une complice, il n'était pas capable d'aller aussi loin. Il lui fallait sa muse, il lui fallait cette femme qui va l'amener, qui va l'aider. Mais je pense que sans Monique Olivier, il ne pouvait pas passer au crime. Leur rencontre tient d'un mauvais hasard de la vie. L'histoire du plus grand couple de tueurs en série français commence en 1987. Dans un lieu plutôt inhabituel pour une idylle. La prison de Fleury-Mérogis. À l'époque, Michel Fourniret n'a pas encore commis de meurtre. Il a été arrêté pour tentative de viol. En prison, il prend une initiative plutôt surprenante qui en dit beaucoup sur sa personnalité. Il envoie au juge ce tableau dans lequel il explique qu'il n'a pas commis une agression sexuelle, mais 16, entre 1977 et 1984. Avec une incroyable précision, Fourniret consigne les villes, les dates, les âges de ses victimes. Il y a aussi ces techniques d'intimidation. Après avoir demandé un renseignement, il les menace avec une fiole d'acide ou encore un pistolet pour les obliger à monter dans sa voiture. Corinne Herman n'a aucun doute, l'homme tire une grande fierté de ce tableau de chasse. Je pense que c'est une façon de se rappeler et de remettre les choses dans l'ordre parce qu'il a un esprit qui, les choses doivent être à leur place et donc de cette façon-là, il les remet à leur place. C'est son œuvre, hein. Donc on ne touche pas à son œuvre. C'est Picasso du crime. On ne touche pas à ses tableaux. On ne retouche pas un coin sombre du tableau. Il n'y a que lui qui a le droit de faire ça. Donc lui nous donne son tableau et on le prend comme il est donné et on n'a rien à toucher.
Fourniret semble apprendre de chaque victime abordée. Les détails se trouvent dans la case « Observation ». Émotion de cet enfant lorsque j'ai embrassé son visage, l'a pris aux épaules, me dit « Ne faites pas ça ». Je la reconduis à son domicile. Je la ramène devant son groupe d'immeubles, elle se sauve en courant. J'ai l'air bête. Veut fuir. Suis obligé de la maintenir avec effort, parvient à la calmer. Manque de chance pour lui, la dernière victime est la femme d'un policier. Elle donne l'alerte, Fourniret est arrêté. En prison, il prend une terrible décision. Désormais, pour éviter de se faire dénoncer, il ne laissera plus partir aucune de ses victimes. Pire, il se cherche une complice. Pour la trouver, il passe une petite annonce dans ce journal catholique, Le Pèlerin. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. À cette époque, Monique Olivier travaille comme auxiliaire de vie chez une personne qui est abonnée au Pèlerin. Leurs deux terribles destins viennent de se croiser. Monique a 40 ans, mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et 2 enfants que son ex-mari lui interdit de voir. Monique Olivier est une femme seule. Dans son parcours de vie, ce qu'on voit, c'est qu'elle est toujours en recherche ou en quête de quelqu'un à qui s'accrocher, parce qu'elle est incapable de vivre seule, je pense. Elle est presque inadaptée seule. Et donc elle a besoin de quelqu'un. Michel Fourniret s'engouffre tout de suite dans la faille. Dans l'une de ses premières lettres, il écrit « Monique, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule. Il y a maintenant quelqu'un à vos côtés à chaque moment. » Ils s'écrivent presque tous les jours. 740 lettres en 8 mois. Le tôlard résume leur relation sous forme de dessin. Lui en prison, elle à la fenêtre d'une maison en train de lui écrire. Mais ce romantisme n'a qu'un temps. Fourniret a des plans très précis en tête. Très vite, il teste Monique Olivier. Il lui avoue qu'il est incarcéré pour viol. La réponse est sans équivoque. Je voulais que tu saches que je ne t'en veux pas, que tu occuperas toujours la première place dans mon cœur. Elle signe Tanatushka, l'appelle mon fauve, et elle finit par « Je ne veux personne d'autre que mon tôlard préféré. » N'importe quelle femme normale se sauverait devant ces lettres-là. N'importe quelle femme normalement constituée se sauverait, voire le dénoncerait. Pas elle. Donc on n'est pas dans des lettres d'amour, on est dans des lettres de 2 pervers, pour moi, très clairement, qui échangent sur leur perversité, qui échangent leurs fantasmes et qui vont les mettre en images, qui vont les mettre en œuvre pendant des années. On est loin de ces lettres d'amour-là, c'est pas des lettres d'amour pour moi, vraiment. La relation entre les 2 amants change de tournure en septembre 1987. Michel Fourniret a obtenu 2 jours de libération conditionnelle. C'est la première fois qu'ils se voient. Après cette rencontre, le contenu des lettres change. À ce moment-là, il y a tout un échange de correspondance avec disons les prémices de ce qui va être leur mode opératoire. Enfin, je veux dire, ils se cherchent et ils se trouvent, quoi, tous les 2. Au milieu des mots doux, des phrases sans ambiguïté, Michel Fourniret avoue à Monique qu'il aime les jeunes filles vierges et la prévient qu'il pourrait à nouveau commettre un viol. Si l'intention d'une défloration revient un jour ou l'autre m'affleurer, je t'en parlerai librement. Je n'entreprendrai pas d'action sans t'en parler. Loin d'être effrayée, Monique Olivier répond qu'elle est prête à tout. Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. Tanatushka est prête à t'aider dans beaucoup de choses. Elle veut se savoir utile. Je veux travailler auprès de mon fauve, le seconder. On a appelé ça le pacte des Fourniret, mais c'est un vrai pacte qui se passe en prison par l'échange de ces lettres. Et donc, c'est vraiment des pactes de mort. Enfin, c'est un contrat, c'est un vrai contrat. Bon,
pourrait presque parler de contrat comme on pourrait avoir des exécuteurs qui passent un contrat sur quelqu'un. Les plans criminels du couple étaient donc écrits noir sur blanc. Et le plus incompréhensible, c'est que la justice ne les a pas détectés. Car il y a une règle en prison. L'administration pénitentiaire est tenue de contrôler le courrier des détenus. Or, elle n'a pas lu les lettres ou n'a pas su les déchiffrer. C'est un galimatia ingérable, quoi. C'est indigeste. C'est écrit tout petit, c'est en long, en large, sur le côté, etc. Michel Fourniret et Monique Olivier échappent donc au radar de la justice. Les conséquences sont dramatiques. La peine de Michel Fourniret est même réduite pour bonne conduite. Il est libéré le 22 octobre 1987. Moins de 2 mois après sa sortie de prison, le violeur Michel Fourniret va se transformer en assassin. Avec la complicité active de Monique Olivier, réalisant leur pacte, ils vont mettre au point un stratagème complexe pour piéger leur première victime au bord d'une route. Elle s'appelle Isabelle Laville. Le 11 décembre 1987, du côté d'Auxerre, Isabelle Laville, 17 ans, rentre chez elle à pied. Elle a 2 kilomètres à parcourir. Michel Fourniret l'a épié pendant des jours. Il connaît son emploi du temps. Le tueur a mis au point un scénario imparable pour endormir sa méfiance. Il envoie Monique Olivier l'aborder. Monique Olivier va prendre Isabelle Laville à son bord. C'est une femme, elle rassure. C'est une femme qui n'est pas dans son attitude, a priori, quand on l'approche, quand elle parle violente, elle a une voix douce. Elle ne représente pas une dangerosité a priori quand on la voit. Ils vont prévoir que lui attendra plus loin avec un jerrycan, faisant mine d'être tombé en panne et demandant de l'aide. Il va monter dans le véhicule, à l'arrière du véhicule, et à partir de là, le piège s'est refermé. Michel Fourniret tue Isabelle Laville dans la nuit. Son corps sera retrouvé 16 ans plus tard, au fond d'un puits, aujourd'hui marqué par cette stèle. Les parents de la jeune fille viennent parfois s'y recueillir. Et il reste encore quelque chose d'elle ici. Elle est là. À la douleur s'ajoute l'horreur. Les parents d'Isabelle Laville l'apprendront plus tard. Michel Fourniret et Monique Olivier n'ont pas choisi leur fille par hasard. Alain Bert, l'avocat de la famille, nous explique que pour leur premier meurtre, le couple veut une jeune fille qui ressemble à Monique Olivier jeune. Ils vont refaire une scène, la scène de défloration de Monique. Et après, ils vont la tuer. C'est affreux. C'est le lien satanique, le lien diabolique. J'aime pas employer ces termes parce qu'ils sont un peu galvaudés, mais en ce qui les concerne, c'est des noces de sang, quoi. C'est des noces de crime. À partir de ce moment-là, le couple ne va plus s'arrêter de tuer. D'autant plus que la justice ne brille pas dans ses enquêtes. Elles seront à peu près toutes bâclées. À commencer par celle d'Isabelle Laville. Selon Alain Bert, les enquêteurs ont fait le strict minimum. Voilà le dossier qu'on remet au procureur de la République. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Un plan d'état des lieux, des auditions de copines d'Isabelle. C'est absolument tout. Le plus insensé, tout au moins le plus incompréhensible, c'est que 3 jours
après que les gendarmes aient remis au procureur de la République ce semblant d'enquête, on a un document dans lequel il est indiqué « classer l'affaire en l'état ». Affaire classée. C'est comme si une enfant de 17 ans, ça valait rien. Ouais. Comme un chat écrasé sur la route. Et encore, un chat sur la route, on va aller le ramasser, le mettre sur le côté ou autre. Là, non, rien. Rien du tout. Rien ne se passe. Pourtant, il y avait de quoi pousser les investigations, notamment en contactant le juge d'application des peines de la région d'Auxerre. Là, les enquêteurs auraient appris qu'un certain Michel Fourniret, déjà condamné pour plusieurs agressions sexuelles, venait d'être libéré quelques mois plus tôt et qu'il habitait Saint-Cyr-les-Colons, un village situé à 20 km à peine du lieu où Isabelle Laville avait disparu. Pour la famille et leur avocat, la course du couple meurtrier aurait pu être stoppée net dès le début. C'est un peu comme si on lui avait donné un permis de tuer, quoi. T'as commis ton premier crime, on n'est pas allé voir ce qui se passait, permis de tuer, continue. Et voilà ce qui s'est passé. Personne ne le soupçonne, Fourniret se sent tout puissant. Alors il repart en chasse. Quelques mois à peine, après le meurtre d'Isabelle Laville, le voilà qui rôde à nouveau dans la région d'Auxerre. C'est ce que nous révèle une jeune femme qui a bien failli rallonger la liste de ses victimes. Michel Fourniret a passé des heures ici, dans le centre-ville d'Auxerre, à proximité de ce porche. C'était à l'époque un foyer de jeunes filles. Il y a un lycée à 100 mètres. Et c'est exactement dans cette rue qu'il a croisé Angélique. Angélique, nous l'avons retrouvée, vous allez entendre son témoignage. Elle affirme lui avoir échappé de justesse. En 1988, Angélique est sûrement passée tout près de la mort. Elle est accostée par un homme qui rôde depuis quelque temps à la sortie du foyer où elle vit. Je sortais tranquillement du foyer. J'ai failli me faire enlever par une personne qui surveillait souvent le foyer. Je commence à partir. Et il m'a demandé sa route. Il m'avait demandé sa route. Il m'a touché l'épaule. Mais du coup, je l'ai regardé. Il était habillé en jean. Il était un peu crado. Mal rasé. Mais il avait un regard méchant. Il avait mis sa main dans la poche. Agite-toi, t'es en train de me faire quelque chose. Et je vais y passer. Je me suis sauvée en criant. Vous avez été plusieurs à être abordées par lui? Il y a eu beaucoup de filles qui en ont parlé. Et qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'il y a un bonhomme qui tourne autour, On était méfiantes. Et c'est bizarre parce qu'ils savaient à quelle heure on sortait, à quelle heure on rentrait. Et aujourd'hui, cette personne, vous savez qui c'est? Oui. Fourniret. Comment vous le savez que c'est lui? C'est quand on parlait de l'affaire Fourniret à la télé, je l'ai reconnu tout de suite. Je l'ai reconnu. Mais on peut pas oublier, je peux pas oublier. On n'oublie pas une tête, on n'oublie pas. C'est dur. Angélique prévient les éducateurs du foyer. Mais à l'époque, personne ne la prend au sérieux. Les conséquences sont dramatiques. Le 8 juillet 1988, sa copine de chambre, Marie-Angèle Domès, 18 ans, disparaît sur la route de la gare. Elle m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui la suivait. Elle l'avait signalé au foyer. On l'avait signalé au foyer. On ne nous croyait pas. Mais je m'en voudrais toute ma vie. Je suis désolée. Je m'en voudrais toute ma vie. Pourquoi? On nous a pas cru à l'époque. On nous a jamais cru. Qu'est-ce qu'on n'a pas cru? Les éducateurs, la justice. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas cru?
qu'on était suivis, que... Bon, à l'époque, je ne pouvais rien dire. On ne nous croyait pas. On ne nous croyait pas. Le jour de l'enlèvement, Monique Olivier était là une fois de plus pour rassurer la victime. Mais elle n'aurait pas participé au meurtre. À partir de 1988, le couple augmente le rythme des assassinats. 3 cette année-là, puis 2 par an jusqu'en 1990. Un événement les a galvanisés. Ils ont mis la main sur une énorme somme d'argent qui leur permet de devenir complètement invisibles aux yeux des enquêteurs. Encore une fois, la prison de Fleury-Mérogis va jouer un grand rôle dans la vie de Michel Fourniret. Grâce à elle, il a rencontré Monique Olivier et en 1987, il se retrouve dans la même cellule que Jean-Pierre Helgouarch. Un beau mec, comme on dit chez les voyous. Un sacré bandit. Présentez-vous, Jean-Pierre Helgouarch. Attaque à main armée, détention d'armes, stupéfiant, qui m'a valu 40 années de prison. J'ai fait presque 12 ans. Et après? Je me suis évadé. Aujourd'hui, Jean-Pierre Helgouarch a 74 ans. Une maladie neurologique fait bouger ses mains, mais il a gardé toute sa tête. Il se souvient très bien du jour où il a rencontré Michel Fourniret. Vous vous rappelez quand vous l'avez vu arriver? Oui, bah, comme tout le monde, hein, avec un pactage, des trucs dans les couvertures. Il était comment Fourniret à cette époque-là? Petit... Enfin, il ne ramenait pas, il se faisait oublier. Recroquevillé sur lui-même, comme quelqu'un qui a un peu peur, qui est inquiet. Effectivement, tous les détenus savent qu'il est un pointeur, comme ils disent. Un agresseur sexuel. Et en détention, les pointeurs se font malmener. Alors quand il se retrouve dans la cellule de Jean-Pierre Helgouarch, Fourniret se met sous sa protection. Quand je suis descendu en promenade, il est venu comme un toutou. Il suivait. Quand on est dans une cour où il y a de 200, 300 détenus, ça peut partir dans n'importe quel sens. Et pour lui, il y a toujours un danger. Donc il se mettait à l'abri. Quelques semaines plus tard, Michel Fourniret est libéré. Les 2 hommes n'auraient jamais dû se revoir, mais le destin en décide autrement. Helgouarch, qui est resté en prison, a eu une info de premier ordre. Un détenu lui a révélé la cachette du trésor du gang des postiches. Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire. Hier, il s'est agi... D'après l'informateur, une partie du fabuleux butin des braqueurs est planquée dans un cimetière de la région parisienne. Dans un premier temps, Jean-Pierre Helgouarch pense à sa femme Farida Amiche pour le déterrer. Mais la jeune femme de 30 ans a peur. Elle veut quelqu'un pour l'aider. Donc il faut quelqu'un avec une pioche, il y en a pour 5-10 minutes. Et là, je fais un très mauvais calcul. Il fait appel à son ancien codétenu, Michel Fourniret. Il a confiance en lui, il le pense bien incapable de lui jouer un mauvais tour. Je le vois justement comme quelqu'un d'un autre monde, du monde du travail. Donc j'étais inconséquent. Jean-Pierre Helgouarch vient de mettre la femme qu'il aime entre les mains du plus grand couple de tueurs en série français. En avril 1988, Michel Fourniret, Monique Olivier et Farida Amiche se rendent au cimetière de Fontenay en Parisie, dans le nord de la région parisienne.
Apparemment, le tuyau est bon. Derrière une tombe, à 20 cm de profondeur, le trésor du gang des postiches. Plus de 40 kilos en lingots et en louis d'or. Ils avaient un accord. Michel Fourniret devait aider Farida Amiche à sortir le trésor de ce cimetière et il était rémunéré pour ce travail. C'était à peu près 500 000 francs de l'époque. 500 000 francs, soit l'équivalent de 120 000 € de rémunération. Avec ces deux femmes, il va compter toute une nuit, c'est juste improbable. Les Napoléon or, les lingots, ils vont les mettre dans des petits paquets pour les cacher. Seulement 120 000 €, c'est loin d'être assez pour Michel Fourniret. Surtout que sur la table, il y en a pour 4 ou 5 fois plus. Il va se dire rapidement que c'est beaucoup d'or pour une petite bonne femme comme ça. Donc il va dire, on va opérer ce qu'il va écrire textuellement, un transfert de propriété. Pour ce faire, il va attirer Farida Amiche dans un piège. Et malheureusement, elle les suit. Et à ce moment-là, ils vont la tuer. 15 jours après avoir déterré le magot, le 12 avril 1988, le couple attire Farida Amiche dans la forêt de Clairefontaine. Michel Fourniret la poignarde et enterre son corps. Il n'a jamais été retrouvé. Au fond de sa cellule, sans nouvelles de sa femme, Jean-Pierre Elgouarche commence à se poser des questions. C'est là que Farida ne vient pas au parloir. Donc je m'inquiète, surtout sur la longueur de la détention, elle n'a jamais été absente. Ses soupçons se portent immédiatement sur les Fourniret. Mais le couple a mis au point un scénario pour endormir sa méfiance. Quand Elgouarche sort de prison, les Fourniret prennent les devants. Ils l'invitent dans une modeste maison qu'ils possèdent dans les Ardennes. Ils vivent comme des vagabonds dans un vieil atelier remis un peu en état pour héberger les gens. C'est la misère, c'est les Thénardier qui sont là, et puis le sordide de tous les côtés. Le scénario fonctionne, mais la vérité est tout autre. Avec l'or du gang des postiches, les Fourniret se sont offerts un château, le Sautou. Ils l'ont payé cash, 1 100 000 francs, soit 260 000 €. Le reste du magot, lui, permet au couple de tueurs en série d'enlever des jeunes filles en toute tranquillité. Ce magot va financer ses crimes, et c'est peut-être le pire, parce qu'il n'est pas obligé de travailler. Il n'est pas obligé d'aller tous les jours travailler, ça lui permet de sillonner les routes, mais c'est surtout ce qui lui permet au quotidien de vivre, d'acheter son matériel, de changer de voiture, de changer de maison, d'assurer son impunité, de bouger pour qu'il ne soit pas retrouvé, qu'on ne puisse pas le pister, une fois en Belgique, une fois en France. Voilà, il a plusieurs véhicules, il a les moyens de se livrer à sa prédation. Lorsqu'il chasse, Michel Fourniret ne laisse aucune trace. Avant et après ses crimes, il paye tout en cash. Essence, péage, restaurant. Impossible aux policiers de remonter jusqu'à lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait partir 3 jours, 4 jours. On a des trous d'1 mois et demi, 2 mois, donc en 2 mois, il a pu traverser la France. Fourniret est largement capable d'avoir tapé à Milan ou à Bayonne, où personne ne s'en apercevrait. En 16 ans, entre sa sortie de prison en 1987 et son arrestation en 2003, Fourniret enlève et tue 10 jeunes filles. En tout cas, si l'on ne compte que les victimes que l'on connaît. Alors les 10 victimes officielles de Michel Fourniret, les voilà. Elles sont 8 avant 1990 et 2 après 2000. Toute l'énigme Fourniret, c'est cette période de 10 ans, pendant lesquelles, officiellement, il ne s'est rien passé. Mais qui peut croire que Fourniret, pendant 10 ans, n'a rien fait? En tout cas, Daniel Bourgard, lui, n'y a jamais cru.
Il nous explique que pendant cette période de 10 ans, Michel Fourniret est arrêté plusieurs fois en France et en Belgique pour une dizaine d'agressions. Et selon le policier, ces agressions étaient tout simplement des enlèvements ratés. Il y a pratiquement tous les ans, il y a eu une affaire, sauf que ces affaires-là n'ont pas fini en meurtre. Il y a en 95, mettons, je me souviens d'une agression, enfin un projet d'agression d'une infirmière sur le parking d'un hôpital à Bruxelles. Ce n'est que par l'intervention d'un témoin que Fourniret abandonne son sac avec les liens, un revolver. Donc il y a plusieurs endroits où il est passé dans les années-là. Il n'a pas du tout arrêté son activité. La science a fini par donner raison à Daniel Bourgard. Les techniques ont évolué. Et il y a quelques mois, les policiers ont fait analyser une nouvelle fois les ADN trouvés dans la camionnette et la maison des Fourniret. L'un d'eux a parlé. Il a permis d'identifier une 11e victime potentielle, Lydie Loger, une jeune femme de 29 ans, disparue dans l'Orme en 1993, soit dans la fameuse période des 10 ans, où il n'aurait commis aucun crime. Mais ce soir, nous sommes en mesure de vous annoncer que nous avons trouvé une 12e victime de Michel Fourniret. Pendant des mois, sous ces combles, dans les archives d'un cabinet d'avocats, nous avons lu le dossier d'enquête. Au milieu de ces milliers de pages, dans un rapport passé jusque-là complètement inaperçu, nous avons trouvé une victime oubliée. Nous avons découvert ce document, qui est l'enquête de personnalité rédigée par les enquêteurs belges qui ont arrêté Fourniret. Page 26, c'est Monique Olivier elle-même qui parle et qui leur révèle l'existence d'un meurtre complètement oublié par la suite, en 1997, à Sarcustine, chez eux, en Belgique. Voici l'histoire qu'elle a racontée aux enquêteurs. Monique dit avoir reçu un coup de téléphone de Michel, qui ne la surprend pas le moins du monde, qui lui dit qu'il ramène une gamine, qu'elle doit quitter le domicile avec Selim. Selim, c'est le fils unique de Michel Fourniret et de Monique Olivier. À l'époque, il a 9 ans. Le petit garçon est en âge de comprendre ce qu'il se passe. Fourniret demande à Monique de l'emmener loin de la maison. Mais avant de partir, elle ne peut s'empêcher de regarder. Elle verra Fourniret arriver avec une gamine. On sait à quoi elle ressemble, cette jeune fille? Non. On sait quel âge elle a? Non. Une jeunette. Pour citer Monique, c'est une jeunette, mais je ne peux pas en dire plus. Hein. C'est à quel âge une jeunette? J'en sais rien, parce que même s'il a des victimes de 18 ans, il prend toujours des filles qui ont l'air jeunes. Comme disait sa femme, s'il y a pas ce qu'il trouve, ben, il prend n'importe quoi, entre guillemets. Dans sa déposition, Monique Olivier explique que la jeune fille semblait amorphe, docile, sans réaction. Monique obéit aux ordres. Elle va partir toute la nuit avec Selim. Ne sachant pas où aller, Monique roule au hasard avant de s'arrêter sur le bord de la route. Elle dormira toute la nuit dans la voiture avec Selim. Au petit matin, lorsqu'elle revient à la maison, le fourgon est toujours là. Mais la fille, elle, a disparu. Le matin, elle va voir Fourniret qui dira que ça s'est bien passé, que tout s'est passé comme prévu. Il lui a expliqué qu'il l'avait tué, qu'il l'avait violé, qu'il l'avait tué. Elle nous a jamais avoué un fait qui ne s'est pas avéré. Il n'y a aucune raison qu'elle ait menti. Et puis à chaque fois, elle donne des précisions quand même dans le comportement.
puis il n'y a aucune raison. Pourquoi elle inventerait? Vous ou d'autres policiers français, vous l'avez cherchée, cette fille-là? Non. Non, je sais pas comment, je sais pas ce que les Belges ont fait là-dessus. Bon, ils ont recherché chez eux. Vous l'avez cherchée? Oui, mais sur base de quoi? Oui, on a cherché. On a été lire tous les dossiers en Belgique, avec des disparitions inquiétantes de jeunes filles, mais on n'est pas sûr qu'elle venait de Belgique non plus. La jeunette est donc peut-être française, mais la France, elle, ne l'a jamais recherchée. Aucun magistrat n'a demandé à Monique Olivier de précision sur l'âge, la couleur des cheveux, la taille ou encore la date de l'enlèvement. L'affaire est tombée dans les oubliettes de la justice. Ce document que nous avons découvert et qui attribue à Michel Fourniret une nouvelle victime, même les avocats Didier Seban et Corinne Herman, qui travaillent depuis 15 ans sur l'affaire Fourniret, ne le connaissaient pas. Je vais vous montrer ce compte-rendu d'une audition de Monique Olivier qui raconte un meurtre qui date du premier semestre 97. Écoutez, ça me met en colère de lire ça. Ça me met en colère parce qu'il y a une famille quelque part qui attend depuis 1997 de savoir ce qu'est devenue cette jeune femme et qui ne le sait pas parce qu'on n'a pas mis les moyens d'enquêter sur cette affaire. Après notre révélation, Corinne Herman s'est mise à chercher. Et elle a découvert qu'en 1997, donc dans la fameuse période où Fourniret n'aurait pas tué, une jeune femme a été retrouvée morte. Mais attention, pas n'importe où. À 30 km à peine du village où vivait Fourniret quand il est sorti de prison, Saint-Cyr-les-Colons. Qui est cette jeune femme? Nous décidons de nous rendre sur sa tombe avec Corinne Herman. Vous pensez que ça pourrait être la jeune femme dont parle Monique Olivier en 97? Ça peut être la jeune femme dont Monique Olivier parle parce que, faut savoir que Michel Fourniret revient toujours sur des lieux qu'il connaît et il connaît parfaitement la région. Ça peut être une de ses victimes. La jeune femme est enterrée au cimetière du village de Mont-Saint-Sulpice. Jackie Jussot, le maire, nous sert de guide. Sans lui, nous n'aurions jamais retrouvé la tombe. La jeune femme est enterrée sous X. Le maire ne sait pas grand-chose, mais il nous révèle un détail important. Alors c'est là, sous ce gravier là. Oui. Et elle est là, à même le sol. Oui, à même le sol. Jean-Pierre Tombal. Oui. C'est une personne effacée du monde. C'est une personne qui n'a pas existé en réalité. Oui. Elle est X, mais elle n'existe même pas dans la mort, quoi. Pour celui qui l'a amenée là, c'est une des plus grandes victoires. On ne sait pas qui c'est. Non, malheureusement. On ne sait pas comment elle a été tuée. Non plus. En écoutant le maire lui expliquer les détails de sa découverte, Corinne Herman se conforte dans l'idée que cette femme est bien une victime de Fourniret. Alors c'est un chasseur à l'époque qui l'a trouvé sur un amont de bois, très proche d'ici, je vous dis environ 150 mètres. L'endroit, il a une histoire. L'endroit où on l'a trouvé. Alors, un tout petit peu plus bas, il y a un endroit un peu atypique. C'est une ruine, mais d'un lavoir à quelques 20-30 mètres en dessous. Le lavoir, ça m'intéresse bien parce que ça fait partie de ces critères dans la région. Les autres crimes ont eu lieu toujours à portée ou à proximité de lieux où on a de l'eau, des sources, des lavoirs, des puits. C'est pour ça que c'est pas par hasard que je vous pose la question. Là, moi, un élément de plus. Oui, vraiment intéressant. En effet, Isabelle Laville a été retrouvée dans un puits. Et une autre victime, Johanna Parish, dans une rivière. Alors certes, cela ne prouve rien, mais les coïncidences sont troublantes. Au revoir, monsieur le maire. Bonsoir. Pour découvrir le nom de cet inconnu, il suffirait que la justice ordonne une expertise ADN et compare ensuite cet ADN à une liste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette liste des victimes potentielles de Michel Fourniret, elle existe. Et vous allez voir, nous nous la sommes procurée. Selon Corinne Herman et Didier Seban,
Le nom de la jeune fille figure peut-être dans cette liste, établie par les enquêteurs chargés du dossier Fourniret. Elle recense les jeunes femmes disparues ou tuées quand le criminel était en liberté entre 1987 et 2003. Le tableau s'appelle « Victime potentielle » de Michel Fourniret. Et en 1997, justement, le tableau recense 2 jeunes femmes disparues en France. L'une d'elles est peut-être l'inconnue du cimetière. La liste des victimes potentielles de Michel Fourniret ne s'arrête pas là. Elle semble sans fin. Il y en a combien? Je vais vous dire pour pas qu'on dise de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 52, 54, 60, 62, 64. Parmi ces 64 jeunes filles, en fin de liste, figure le nom d'Estelle Mouzin. Et pourtant, souvenez-vous, dans cette affaire, les policiers ont abandonné la piste Fourniret. Le tueur a fourni un alibi imparable. Il a appelé son fils depuis son domicile en Belgique, comme le prouve cette facture téléphonique. Mais les révélations de cette femme ont relancé l'enquête. Milica Petrovic était la codétenue de Monique Olivier. Et pour venir en aide à la famille Mouzin, elle a joué les bonnes copines avec elle. Une fois en confiance, la femme du tueur a fini par lui révéler ce qu'il se serait vraiment passé le 9 janvier 2003, jour de l'enlèvement d'Estelle. Voici ce qu'elle lui a raconté. Ce jour-là, il a neigé. C'était en hiver. Avant de partir, elle lui a dit, mais quand même il neige. Et lui, il a répondu, j'ai repéré déjà la ville et 2 petites filles. Il y a bien une des 2. Au coin de la boulangerie, elles vont se séparer, il y a bien une des 2. Mais il lui a dit, je préfère une parce que la rue, elle est assez sombre. Et c'est plus facile pour moi. L'histoire qu'elle raconte semble bien coïncider avec celle d'Estelle. Rappelez-vous, pour rentrer chez elle, la petite fille passait devant une boulangerie. Ensuite, elle avait le choix entre une rue éclairée ou alors un sentier qui réduisait son temps de trajet, mais dans la pénombre. La dernière révélation de Milica est explosive, car elle fait tomber ni plus ni moins que l'alibi de Michel Fourniret. Après le déjeuner, Michel il lui a dit, je pars chasser les petites vierges. Si je ne suis pas là à telle heure, tu fais le numéro de téléphone de mon fils, tu fais sonner 2 fois, tu raccroches et tu ne réponds plus. On ne sait jamais, plus tard, ça peut me servir d'alibi. Ce qu'elle a fait, Monique. Et il est rentré dans la nuit, vers entre 2h et 3h du matin, plein de boue. Et elle lui a posé des questions? Non, il était en colère. Elle a su pourquoi il était en colère? Non, elle n'a pas su. Il a dit qu'il était fatigué et qu'il voulait se coucher. La neige qui recouvrait le village de Guermantes. Le 9 janvier 2003, il fait un froid glacial à Guermantes en Seine-et-Marne. La boulangerie devant laquelle passait Estelle. La fillette a été aperçue devant cette boulangerie. Le chemin peu éclairé par lequel elle pouvait couper pour rentrer chez elle. Après avoir quitté une copine, il ne lui reste plus que 200 mètres à parcourir. Dans le récit de Milica, tout concorde. Et puis il y a cette dernière information capitale. Michel Fourniret n'aurait jamais appelé son fils. C'est Monique Olivier qui s'en serait chargée afin de lui servir d'alibi alors qu'il était parti en chasse. Cette histoire, Milica l'a racontée à Philippe Guichard qui enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. Une semaine plus tard, le policier extrait Monique Olivier de sa cellule et confronte les 2 femmes. Seulement, Monique ne va pas livrer la même version. Elle a rentré, alors moi je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait, on s'embrasse ou on se serre la main. Elle m'a dit ni un ni l'autre. Elle s'est assise, je l'ai regardée, puis je dis
Mais le coup de fil, c'est qui a passé? C'est lui qui l'a passé, donc il est innocent dans l'affaire de la petite Estelle. Non, c'est pas lui. Donc j'ai dit, c'est toi. Elle me dit, je ne répondrai plus à vos questions. Elle ne voulait pas répondre parce qu'elle venait de dire que c'est pas lui qui l'a passé le coup de fil. C'est un aveu. C'est un aveu. Et je me suis mise à genoux. Et madame, je vais vous dire quelque chose. Jamais de ma vie, personne ne m'a mis à genoux. Je me suis mise à genoux devant elle et je lui ai dit, écoute, quoi que tu as fait dans ta vie, il y a quelque chose, tu es une maman, une petite humanité qui reste en toi. Pourquoi tu ne veux pas dire la vérité? Puisque tu ne peux pas être rejugé. Tu risques rien, tu as pris maximum. Elle a baissé la tête et puis elle ne voulait plus répondre. Monique Olivier, donc, ne confirme pas les dires de Mélissa. En tout cas, pas pour l'instant. Quant à Fourniret, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà 10 ans qu'il parle régulièrement d'Estelle Mouzin sans même qu'on l'interroge. En 2007, par exemple, juste avant son procès aux assises pour 7 meurtres, il écrit une lettre au juge dans laquelle il fait une demande plutôt étonnante. Il écrit « J'aimerais bien aussi être jugé pour 3 autres affaires. J'aimerais bien être jugé pour Marie-Angèle Domès, pour Johanna Parish et pour Estelle Mouzin. Ça n'est pas anodin quand un type qui est renvoyé pour 7 crimes dit « Je voudrais aussi être jugé pour 3 autres affaires ». Ah, on nous dira il joue avec nous, c'est un affabulateur. Mais jamais Michel Fourniret n'a avoué un meurtre qui n'était pas le sien. Il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux. À l'époque, pour ne pas reporter le procès, la lettre et ses aveux explosifs sont rangés aux archives et complètement oubliés. Elle le serait sûrement encore si Corinne Herman n'avait pas fait pression sur la justice. 11 ans plus tard, en février 2018, une juge d'instruction accepte d'interroger Michel Fourniret sur la fameuse lettre. Et il lui fait une première déclaration. Si ces jeunes femmes n'avaient pas croisé ma route, elles seraient vivantes aujourd'hui. Il ne dira rien de plus. Si ces jeunes femmes n'avaient pas croisé ma route, elles seraient vivantes aujourd'hui. C'est sa façon de tourner les choses. Mais ça n'est pas une manipulation en soi, c'est des aveux purs et simples. Des aveux? À l'époque, Philippe Guichard n'y croit pas. Car 4 mois auparavant, il a interrogé Michel Fourniret dans sa cellule pendant 7 heures en tête-à-tête sur l'affaire Estelle Mouzin. Et il s'est forgé une conviction. En aucune manière, il avoue quoi que ce soit sur Estelle. Et si on l'interroge et qu'il nous répond qu'il n'a rien à voir, on est en droit de penser qu'il n'a rien à voir. Il vous dit j'ai rien à voir et vous le croyez? Je crois personne. Lui en particulier, je le crois pas complètement. Mais je considère qu'il est sans doute peu probable qu'il soit l'auteur de quoi que ce soit sur Estelle, même si je ne suis pas en mesure de l'affirmer. Peut-on croire Michel Fourniret? L'inspecteur Daniel Bourgard, qui l'a souvent interrogé, en doute. C'est impressionnant, hein. Quand il dit oui, mais quand il dit non, même si c'est lui. Hein. Il est aussi catégorique quand il ment que quand il avoue, hein. Il n'y a pas de doute. Donc, j'ai entendu depuis 15 ans, j'ai entendu X personnes qui l'ont vu croiser, entendu et compagnie, qui sortent remplis de convictions. J'ai beaucoup de doutes sur leurs convictions, hein, parce qu'ils peuvent être convaincus à tort, largement, par le comportement de Fourniret, quoi. D'autant plus qu'1 an plus tard, le 19 mars dernier, rebelote. Fourniret enfonce le clou et fait une nouvelle déclaration à la juge. Cette fois, il affirme qu'il ne sait plus dans quelle région ni dans quelles circonstances il a croisé la petite Estelle. Puis il ajoute « Il y a là quelque chose à creuser. » Alors pourquoi faire de telles déclarations 16 ans après la disparition d'Estelle? Eh bien, c'est Nicole, la seconde femme de Fourniret, qui nous en donne une explication. Vous n'entendrez que sa voix. Elle a refusé de montrer son visage. Selon Nicole, en ce moment, un autre tueur, Nordal Lelandais, fait beaucoup trop d'ombre à Fourniret. C'est qu'il faut qu'il reste dans la lumière.
Bon, dernièrement, il y a eu l'affaire Le Lambet. Ben oui, mais c'est un obstacle pour lui parce qu'il n'est plus en première ligne. Donc, il faut qu'il fasse parler de lui. Mais il faut aussi qu'il garde quelques éléments pour ressurgir à chaque instant. Et ça marche. En laissant entendre qu'il a croisé Estelle, Michel Fourniret retrouve la une des journaux. L'ogre des Ardennes, comme on l'appelle, est un pervers, un manipulateur. Aujourd'hui, son seul plaisir est de jouer avec la souffrance des familles et de rendre fous les enquêteurs. Lorsqu'il est face à un interlocuteur, c'est un bras de fer automatique qui s'engage. Vous essayez d'avoir des informations, je ne vous les donnerai pas. À tout le moins, je vous confirmerai éventuellement, mais c'est un bon point que je vous donne. Il est l'instructeur, donc il vous donnera un bon point, comme un enseignant. Vous avez bien travaillé, je vous donne un bon point. Michel Fourniret, il laisse des petits cailloux. Il joue avec les enquêteurs, c'est sa perversité. Nous avons été les témoins privilégiés de l'une des manipulations les plus perverses de Michel Fourniret. Une idée machiavélique qui lui est venue encore une fois en prison. Ce jour-là, dans sa cellule, Fourniret manigance quelque chose. Avec des feuilles de papier et des pots de yaourt. Que fait-il ? En fait, c'est une énigme. Une énigme qu'il destine à une juge d'instruction. Dans quelques heures, cette juge va le ramener dans le village où il y a 30 ans. Il dit avoir assassiné Marie-Angèle Domès. Michel Fourniret a avoué le meurtre, mais il n'a jamais dit où il avait caché son corps. Si la juge veut retrouver Marie-Angèle Domès, elle va devoir résoudre l'énigme des pots de yaourt et des feuilles de papier. La solution se trouve quelque part dans le village de Saint-Cyr-les-Colons, dans l'Yonne. C'est ici que Michel Fourniret dit avoir tué Marie-Angèle Domès. Malgré l'impressionnant dispositif de sécurité déployé par les gendarmes, nous avons réussi à le filmer. Cela fait 11 ans que plus personne ne l'a vu. Tête haute dans son gilet pare-balles, voici Fourniret. Un vieillard affaibli, mais en apparence seulement. Il a changé, il a vieilli, il a vraiment beaucoup vieilli, il a blanchi, il a laissé pousser un peu sa barbe, ses cheveux, mais bon, on retrouve le même regard perçant, on retrouve le même homme. C'est-à-dire toujours avec le même pouvoir de nuisance, même à 76 ans. À ses côtés, en veste claire, la juge d'instruction tente de lui faire avouer où il a enterré Marie-Angèle Domès. Après avoir réussi à lui arracher quelques bribes d'informations, elle pense avoir résolu l'énigme qu'il lui a adressée. Direction la sortie du village où se trouve un lavoir désaffecté. Deux bassins et deux vieux puits. Le lieu ressemble à s'y méprendre à la maquette des pots de yaourt et des feuilles de papier que Michel Fourniret a laissées dans sa cellule. Pendant une journée entière, pompiers, spéléologues et plongeurs vident les deux puits. Des heures de travail, des milliers d'euros dépensés pour rien. Chou blanc. Une fois de plus,
Fourniret s'est bien moqué de la justice. Si le corps n'est pas à l'endroit qu'il a déterminé, c'est soit parce qu'il n'a pas donné le bon endroit, soit parce qu'il n'a pas donné le bon endroit. Je pense qu'il sait où est le corps de Marie-Angèle Domesse. Il ne le dira pas. On trouvera le corps que si Michel Fourniret le décide. Véronique Domesse est la sœur de Marie-Angèle. Voilà 30 ans que Fourniret refuse de lui rendre son corps et elle n'en peut plus d'attendre. Où est le corps de ma sœur? Qu'est-ce que t'en as fait? Où il est? Qu'est-ce que t'en as fait? Ramène-nous-le, quoi, en urgence. Vraiment en urgence, quoi. Parce que j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin de vivre aussi, moi. Moi, je ne vis pas. Et ça date pas d'aujourd'hui, quoi. C'est énorme, quoi. Voilà, quoi. C'est le corps de ma sœur qu'il me faut. Depuis le début, Fourniret décide de tout. À qui et quand il livrera ses secrets. Il laisse planer le doute. Il avoue sans avouer, comme dans l'affaire Estelle Mouzin. Mais si c'était bien lui le responsable de l'enlèvement de la petite fille, où aurait-il mis le corps? En épluchant le dossier, nous avons découvert un indice troublant qui semble avoir échappé aux enquêteurs. Une lettre envoyée à son frère au moment de la disparition d'Estelle. Dans le dossier, il y a ce fax apparemment anodin, daté du 12 janvier 2003, moins de 3 jours après l'enlèvement d'Estelle. Michel Fourniret écrit à son frère André pour lui souhaiter bonne année, mais surtout, il mentionne son passage dans une de ses maisons, dont il n'est quasiment jamais question au dossier, à Ville-sur-Lume, à moins de 200 km de Guermantes. Est-ce que cette maison peut avoir un lien avec la disparition de la petite Estelle Mouzin? C'est ce que nous avons voulu savoir. Michel Fourniret aurait très bien pu emmener la petite fille dans ce village où il possède une maison avant de rentrer chez lui à Sarcustine en Belgique. Comme le montre la carte, Ville-sur-Lume est sur son trajet. Ce pavillon blanc appartenait à sa sœur, Huguette. Il en a hérité quand elle est morte en 2002, soit 1 an avant la disparition d'Estelle. Après son arrestation, la maison a été rachetée aux enchères par le frère de cet homme qui habite juste à côté. Bonjour, monsieur Dailly. Laurent Vadiguier de la 6. On fait une petite enquête sur Fourniret, vous savez? Oui. Qui habitait juste là, en fait. La maison, elle est là-bas, elle est blanche. Oui. Ah bah sinon, vous pouvez aller la voir devant, hein. Mais la maison. Nous amener? Oui. Michel Fourniret n'était pas très causant, mais l'homme s'en souvient car il le voyait entretenir le jardin. Et il venait souvent? Ah, tous les jours. Ah, il venait tous les jours? Ouais. Et il venait comment? En camionnette. Il m'a matriculé en Belgique, là. Et il l'a garé où, sa camionnette? Ben là, juste devant, dans l'allée. C'était une grosse camionnette? C'était un fourgon. Un fourgon. Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Ben, je vous dis, moi, je le voyais, il nettoyait tout le devant, là. Les arbustes et tout le bordel, là, tout le devant, parce que c'était à tout dire. C'était la forêt vierge. Et c'était comment dans la maison quand votre frère a acheté? C'est dans un triste état. Parce qu'elle était très délabrée. Ah, très. Ah oui. Ah oui, c'était une catastrophe. Ah oui. Je crois que c'est même pas mon frère, c'était aussi une entreprise. Qui a nettoyé? Ah oui. Elle a tout déblayé? Ah oui, ils ont tout déblayé. Une benne complète, c'était devant. Ah oui, c'est une entreprise. Et qu'est-ce qu'il y avait? Tout, des affaires, tout, tout. Avant que les affaires ne partent à la benne, les policiers français ont perquisitionné la maison. Mais ils n'ont rien trouvé de probant. Bizarrement, à l'époque, ils n'avaient pas jugé utile de retourner le jardin, ni même la cave en terre battue, pour savoir si des victimes étaient enterrées là. Mais selon nos informations, les policiers pourraient bientôt venir sonder l'endroit. Car depuis l'année dernière, ils tentent de rattraper le temps perdu. Ils ont passé au radar plusieurs terrains appartenant aux tueurs en série. Mais pour l'instant, sans résultat. Après avoir attendu 7 ans pour relancer l'enquête Fourniret, la justice se retrouve maintenant prise de court. À 76 ans. Selon les médecins, l'ogre des Ardennes
aurait déclaré un début de maladie d'Alzheimer. Michel Fourniret disparaîtra-t-il avec ses secrets? Après Monique Olivier cet après-midi, Michel Fourniret sera entendu à son tour la semaine prochaine. Les enquêteurs espèrent qu'il se souviendra du 9 janvier 2003, jour de la disparition d'Estelle Mouzin.